Et puis, au XIVe siècle, principale cité-État de l'Empire aztèque, en Mésoamérique, Tenochtitlan avait été tout d'abord construite sur une île du défunt lac salé Texcoco. Territoire plutôt pénible car marécageux, ses habitants ont de tout temps vécu les pieds dans l'eau. Il avait donc fallu s'adapter à l'environnement et surtout inventer de nouvelles pratiques agricoles, comme par exemple la chinampa, ingénieuse technique agricole dont les vestiges sont classés au patrimoine mondial des Nations Unies. Des îles artificielles dépassant de peu la surface de l'eau et munies de canaux permettent de récolter maïs, piments, goyaves, avocats et pommes de terre entre autres, et ce, plusieurs fois par an. In fine, Hernán Cortés, conquérant ibérique, après avoir intégré une armée d'indigènes, détruira cette cité. Tout ce qui avait un rapport de près ou de loin avec les cultes des Aztèques sera éradiqué, puis le christianisme y prendra racine en même temps que la fondation de la ville de Mexico, érigée en capitale de la Nouvelle-Espagne. Mais ça, c'était bien après ce qu'ont révélé les fouilles archéologiques, à savoir la fondation de Tenochtitlan dès ce XIVe siècle. Bonjour à tous, je m'appelle Madani Sissé, je crée des contenus d'histoire sur YouTube et Patreon. Puisque le passé contribue à analyser le présent, je vous convie à un périple de quelques instants à travers les faits et événements de ce XIVe siècle. Sur la lancée de notre précédent épisode, marquons un arrêt dans le désormais presque centenaire empire du Mali. Le Mansa actuel se nomme Kankou Moussa. Il descend de la famille Keita, son grand-père étant le frère du fondateur de l'empire, Sundiata Keita. Son règne de 30 ans de Bansa du Mali entre 1307 et 1337 reste dans l'histoire comme celui des 30 fastueuses de la dynastie. Étendant son empire de la côte atlantique au continent noir jusqu'aux limites du fleuve Niger et régnant sur la majeure partie du désert saharien et de ses routes commerciales. Catalogué homme le plus riche de tous les temps, et en effet il le fut, lui dont l'empire était littéralement assis sur des kilomètres carrés de gisements d'or, dont il révolutionna les techniques d'extraction en faisant creuser des centaines de milliers de puits communiquant entre eux à l'aide de galeries souterraines. Accueilli en 1324 par le sultan égyptien mamelouk An-Nasir, il les avait laissés bouche bée. Accompagné d'une suite mémorable de plusieurs dizaines de milliers d'hommes transportant plusieurs tonnes du métal précieux, il avait contribué à la chute du cours de l'or sur son passage de pèlerinage à la Mecque. Et dans son proche voisinage, le rayonnant empire des Mansa voit se créer en 1350 l'entité Djolof. C'est grosso modo l'actuel territoire du Sénégal amputé de la partie sud du pays et annexé d'un morceau de la Mauritanie au nord. Son premier Bourba, pour dire roi, répondait au nom de Djadjan Ndiaye. Le royaume vassalise pas mal, notamment le Fouta Toro, se spécialise dans le commerce transsaharien. Fait coexister religion musulmane et religion traditionnelle des Wolofs, le Tiedo, littéralement homme de parole. Leur société, très forte endogamie, et comme le voisin malien, système de caste, Laobé, Gewel, Djambour, etc. Du côté de l'Amérique, pas grand-chose à signaler si ce n'est une très forte pluviométrie au nord-sud-ouest durant tout le siècle, ainsi que l'âge d'or des populations Chimú au Pérou. Et puis, je le signalais en intro, la fondation de Mexico Tenochtitlan par les Aztèques en 1325.
dernier royaume hindou. Vijayanagara, occupé vers 1336 la moitié sud de l'Inde. Le royaume serait né pour contrecarrer l'expansion de l'islam. Son épopée est d'ailleurs un long récit de guerre frontalière avec les musulmans bahmanis et qui commence 11 ans après la fondation de ce sultanat en 1347. Les causes sont comme presque toujours à chercher du côté des croyances religieuses des uns et des autres. Acte 1. Le jaïnisme, une branche de l'hindouisme qui se démarque notamment par sa célèbre svastika, et les adeptes du Vishnu sont les premiers à se combattre. Le roi tamoul Bukka Ier intervient d'un point de vue législatif puisqu'il décrète alors ce qui peut être vu comme une forme de laïcisme en proclamant garantir la sécurité de toutes les religions. Acte 2. Environ 2 décennies plus tard, son fils lui succède et décide de ne faire de quartier ni aux Occidentaux qui s'étaient entre-temps incrustés sur la côte sud-ouest et qui harcèlent de toutes parts, faisant même base sur le port de Goa, ni les Bahmanis. Mais là, ses troupes se font massacrer et sont encouragées à signer un armistice en 1399. L'Europe vit sous Pax Mongolica et parmi les bienfaits de celle-ci, l'ouverture de la route de la soie qui booste bien évidemment le commerce, à tel point que des billets de banque sont mis en circulation avant 1343. Mais qu'est-ce qu'on grelotte! Et pour cause, c'est en 1313 que débute la période dite du petit âge glaciaire. Les hivers deviennent absolument froids et les étés anormalement frais, causant leur lot de désolation parmi lesquels, dès 1315, la famine. Pendant ce temps, en 1309, la papauté déménage pour la première fois de Rome à Avignon. 4 ans plus tôt, Clément V, 10e pape français, était porté à la tête de l'Église catholique. Comment c'était arrivé? Eh bien, le roi de fer Philippe le Bel commençait à lever l'impôt sur le clergé. Et cela, pour le pape Boniface VIII, est inacceptable. Ça déroge aux règles préétablies. Clash en vue. Il menace en effet d'excommunication tout évêque qui se pliera aux ordres du roi. Bon, Philippe le Bel décrète alors une interdiction d'exporter les valeurs à partir du territoire français. Les rapports deviennent de plus en plus raides, d'autant qu'une bulle papale souligne que, le pouvoir spirituel étant supérieur au pouvoir temporel, le pape est donc supérieur au roi. La logique suit son cours. Une lutte féroce commence dès lors entre le souverain et le pape. Il faut croire que le pape perdit la bataille, lui qui meurt dans des circonstances troubles, pour le moins, en 1303. 69 ans après tout ceci éclate le schisme de l'Église catholique. Et là, que se passe-t-il? 2 papautés, 2 papes, c'est la crise pontificale. Avignon et Rome se réclament simultanément place centrale de l'Église. Jusqu'en 1467, cela ne pouvait que laisser des traces. La décadence morale et spirituelle qui s'ensuit conduit au développement des idéologies de ceux qui, au sein du catholicisme, ne veulent pas entendre parler de pape. Le phénomène porte en nom le gallicisme. Les fondations de la future réforme sont, semble-t-il, construites. Et pendant ce temps, la France et l'Angleterre entament en 1337 la guerre de 100 ans. Ça s'était joué par à-coups. Heureusement que ce n'était pas continu tout de même, car 100 ans c'est un peu long. La fiscalité seigneuriale, les incessants combats entre clans Plantagenets et clans Capétiens puis Valois pour le contrôle du sud-ouest de la France et les successions dynastiques, voilà là les principaux sujets qui fâchaient. Les conflits n'étaient pas aussi sanglants que ça, sauf dans certaines localités.
À Poitiers, par exemple, les Anglais réalisèrent une véritable boucherie en décimant la cavalerie française. Un traité dit de Bretigny consacre dans un premier temps cette supériorité des Anglais en leur octroyant le contrôle du Grand Sud-Ouest. 1385. Des textes nous racontent le périple des Roms à travers l'Europe. Depuis leur départ de l'Inde du Nord, 3 siècles plus tôt, et leur arrivée récente, au début de ce XIVe siècle, en Grèce, une péripétie miséreuse liée à leur situation d'esclavage. Ils ont subi à peu près des vexations auprès de tous. Perses, Kurdes, Grecs. On le sait par les mots qu'ils avaient empruntés à ces peuples. Catastrophe la plus meurtrière de l'histoire, avec 75 à 200 millions de morts. La mère de toutes les épidémies, la grande peste du XIVe siècle, n'avait pas fait dans le détail. Elle tua purement et simplement la moitié des Européens de cette époque, soit 25 millions de personnes sur 6 années. C'est donc tout logiquement quel est l'événement qui marqua ce siècle. Sur cette chaîne, nous recherchons, sélectionnons et racontons d'une manière que je qualifie d'inclusive l'histoire des différents peuples. Un gros merci à tous ceux et toutes celles qui commentent et ou partagent nos productions audio et vidéo. Celles-ci sont présentes sur les plateformes, vous le savez, de Patreon d'une part et de YouTube d'autre part. Hypothèse 1. Elle serait arrivée via les routes de la soie. Inde, Chine, Abyssinie, comme toujours, les pandémies ne trouvent pas preneur en matière d'origine du virus. Hypothèse 2. Asie centrale, la horde d'or de l'empire mongol et Gênes combinés. C'est vrai qu'en 1346, les Mongols assiégèrent la presqu'île de Crimée, alors sous administration génoise. Ils auraient eu pour pratique de guerre, de catapulter les cadavres des leurs par-dessus les murs de la ville, dans le but d'infecter ses habitants. C'est glauque. Et ça a tout l'air d'être farfelu. Il est en revanche vraisemblable que suite à cette bataille, les bateaux génois aient embarqué des intrus rongeurs qui dispersent le virus à chacune de leurs escales. Ici, la situation est favorable à la propagation de la peste botulique. Entre des populations affaiblies par d'incessantes guerres, des famines, un froid polaire et persistant depuis plusieurs décennies, ainsi que l'absence d'anticorps pour ces mêmes populations, il n'y avait pas besoin d'une signalétique voie libre pour le dit virus. En tout cas, on peut dire qu'entre 1347 et 1351, toute l'Europe est impactée, avec des zones d'activité aiguë du virus et d'autres épargnées grâce à une politique préventive faite essentiellement d'exclusion de tout étranger. Parallèlement, dès 1347, le Moyen-Orient est ébranlé par la maladie. La seule Syrie aurait comptabilisé 400 000 morts. Puis ce fut l'axe Égypte, Maghreb et l'Espagne, autre porte d'entrée du virus sur le vieux continent. L'historien arabe Ibn Khaldoun, qui perdit tous ceux qui lui étaient chers, témoigne ainsi. Une peste terrible vint fondre sur les peuples de l'Orient et de l'Occident. Elle maltraita cruellement les nations, emporta une grande partie de cette génération, entraîna et détruisit les plus beaux résultats de la civilisation. Elle se montra lorsque les empires étaient dans une époque de décadence et approchaient du terme de leur existence. Elle brisa leur force, amortit leur vigueur, affaiblit leur puissance, au point qu'ils étaient menacés d'une destruction complète. La culture des terres s'arrêta, faute d'hommes. Les villes furent dépeuplées, les édifices tombèrent en ruines, les chemins s'effacent, les monuments disparurent, les maisons, les villages restèrent sans habitants, les nations et les tribus perdirent leur force et tout le pays cultivé changea
d'aspect. L'Afrique, elle aussi, selon toute vraisemblance, fut atteinte. Pas de date précise en revanche, mais la grande peste y serait arrivée comme ailleurs via les voies commerciales. Le royaume Ifé avait par exemple enregistré un effondrement d'ampleur de sa démographie pile poil à cette époque, et sans autre explication possible. Bien documentée, c'est aussi la première pandémie connue. Elle évoluera selon le cycle des vagues épidémiques des variantes jusqu'au XIXe siècle. Des traces écrites, il y en eut, comme la chronique de ce Florentin, Giovanni Villani, lui-même emporté par la maladie. C'est son frère qui poursuivra ses écrits traitant principalement de ce virus qui tuait 100% des personnes infectées. L'ampleur de cette succession d'épidémies de peste était telle que des protocoles spécifiques sont inventés. Les cimetières deviennent de plus en plus extramuros, hors des villes. Les pestiférés sont inhumés quelques heures après constatation de leur décès. Et là, énorme problème. Le métier de porteur devient à la fois des plus risqués et des mieux rémunérés. Des prisonniers condamnés à mort et autres galériens sont souvent forcés à en être. Sinon, bûcher, fosse commune, jet dans des fleuves ou canaux, ou encore isolement de cité et plus tard les mesures de quarantaine, on avait vraiment tout vu. Le fléau était lancinant et épisodique. Ce sont ces vecteurs, les rats et les puces, qu'ils diffusaient aussi violemment que sporadiquement. Tout ça, longévité dans le temps. Au Moyen-Âge, une prière populaire était « Délivre-nous, Seigneur, de la faim, de la peste et de la guerre ». Contemporains de la guerre de Cent Ans, les morts dues à la peste surpassaient celles dues au combat, car quand la guerre tuait des milliers de personnes sur un siècle, la peste, elle, causait la mort de plusieurs millions en à peine quelques années. Eh bien, mes amis, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire à ce sujet. Merci pour votre fidélité. Cet enregistrement est destiné à être écouté sur Patreon et la version vidéo est visible sur YouTube avec les images de Cyberlink. Merci de liker, partager et commenter si ça vous plaît. Comme je le dis toujours, c'est déjà un gros soutien que de faire ceci. Bientôt, nous nous intéresserons aux événements du XVe siècle. Et en attendant, je vous souhaite tout ce qui est bon. Ciao.